Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Arnaud Collery. Bonjour Arnaud. Bonjour Julie. Je suis ravie de t'avoir sur ce podcast pour la seconde fois, puisque du coup, nous avions eu le plaisir d'échanger ensemble pour un épisode qui date il y a déjà 2 ans tout pile. Donc, le temps passe vite, la boucle est bouclée. Pour ceux qui... Birthday to us. Happy birthday. C'est ça. Et pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez retrouver l'épisode d'Arnaud, le premier, du coup, c'est l'épisode numéro 19. Alors Arnaud, je ne sais pas si c'est encore utile de te présenter, mais on va quand même le faire. Tu es entrepreneur, coach, conférencier mondialement connu sur le sujet qui nous occupe, qui est la question du bien-être au travail. Tu organises aussi des événements qui s'intitulent Stand Up for Passion, où tu réunis pas mal de personnalités, des profils et des parcours variés pour partager les expériences de vie, puisque tu sensibilises beaucoup à cette question du storytelling dont on aura certainement l'occasion de parler ensemble. Tu es aussi l'auteur du livre Mister Happiness que je recommande à ceux qui nous écoutent d'aller lire et qui est extrêmement inspirant sur finalement comment devenir acteur de son propre bien-être au travail, même de son bonheur de façon générale. Tu es fraîchement installée à nouveau en France depuis quelques mois après plusieurs années passées aux États-Unis. Et en ce moment, tu as particulièrement à cœur de sensibiliser sur tous ces sujets liés à la résilience, la réinvention de soi. Et c'est des réflexions vraiment intéressantes, même essentielles, j'ai envie de dire, pour arriver à rebondir à travers cette crise que nous vivons depuis maintenant 1 an. Donc, on va parler de tout ça ensemble. Tu t'apprêtes aussi à lancer une plateforme de développement personnel qui s'appelle Humanava. Donc, tu vas nous expliquer tout ça. Alors, encore un grand merci Arnaud de prendre ce temps avec moi sur le podcast. D'abord, tout simplement, comment vas-tu depuis tout ce temps ? Bien, bien, si tu veux, comme chacun d'entre nous, même si j'en étais un petit peu un spécialiste à travers mon parcours, parce que j'ai eu pas mal de trucs qui m'ont arrivé, des pépins, des échecs aussi, comme beaucoup. Et puis, donc, ça fait quelques années que j'ai appris à rebondir plus d'une fois. Mon premier bouquin était moitié sur le bonheur au travail, justement, et moitié sur la réinvention. Mais là, j'ai quand même dû réépuiser à nouveau à l'intérieur. Qu'est-ce que la résilience? Comment on s'en sort? Comment on trouve de la joie tous les jours? Donc là, je vais bien, si tu veux, je vais bien, mais en mars dernier, quand tout est arrivé, enfin, ça a commencé fin février parce que j'ai quitté les États-Unis, donc il y avait un peu plus, enfin pas 1 an et demi, mais c'est fin 2019, je suis revenu en France avec ma femme américaine qui quittait son boulot. On était bien, on était revenu. Moi, comme tu dis, bon, je suis un peu installé, j'étais un peu dans ma zone de confort, si tu veux, en tant que coach conférencier, avec mon carnet d'adresses, de commandes un peu partout qui était rempli. Et puis fin février, on commence à parler un peu du corona un peu plus qu'en janvier. On commence à annuler un peu à droite et à gauche. Ouh là là. Et moi, j'ai dit, je vais rester en France, on va s'installer dans un coin sympa comme Bordeaux. Je m'occuperai de ma famille et puis je
l'avion pour faire des conférences. Et puis, patatras, plus rien, plus de conférences, puisque l'essentiel de mon métier, j'avais 4 parties de mon métier. Hein. C'était, effectivement, la production de cette conférence Stand Up Formation. On en a fait 25 dans le monde, dont la dernière grosse aux Nations Unies en décembre 2019 sur Wow. l'inclusion passionnante avec... malheureusement, je n'ai pas accès au lien parce que c'était là un Stand Up Formation privé aux Nations Unies, mais c'était avec le Haut Commissariat des réfugiés à Genève, avec des gens du Vietnam, du Togo, du Libéria, un truc de dingue, où on parlait de qu'est-ce que c'est que l'inclusion, même au sein de la Nations Unies. Donc ça, c'est un événement qu'on a fait 25 fois autour du monde, autour du storytelling. C'était une des choses que j'ai. Donc là, c'était purement de l'événementiel. Donc ça, complètement mort. On devait faire un truc là en septembre cette année avec 2000 personnes au Théâtre du Châtelet, bien sûr. Dès mars, complètement annulé, et tout ce que j'avais à gauche, à droite annulé. Après, tout ce que je faisais, même en tant que coach, je le faisais surtout lors de kick-off. Mon truc, c'était des coach en présentiel. Justement, je me distinguais des autres coachs. Je ne voulais pas trop faire du virtuel. Donc là, plus rien. Et puis, mon métier de conférencier plus rien. Et puis, même mon métier de formateur, je ne voulais pas en faire en virtuel jusqu'à maintenant. J'aimais le côté physique. Donc, j'avais formé des gens autour du monde dans ce métier de Chief Happiness Officer, hein, autour d'une centaine en France. J'ai un partenariat avec IT Technologies, c'est là où je le faisais. Je l'ai fait quelques fois déjà à Bordeaux avant de m'installer. Je l'ai fait en Amérique latine, 2 fois à Aruba, à New York. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai eu quelques nuits blanches parce que j'ai amené ma femme américaine. Je t'inquiète pas, on va faire une nouvelle vie, je vais continuer mon truc. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Et j'adore ça en plus. Moi, non seulement c'est mon business, mais j'adore ce côté contact avec les gens, de les bouger, de les voir, de sentir qu'ils bougent, ils sont en face de moi, il y a quelque chose qui se transforme. C'est vraiment de la transformation mindset que j'adore. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Même chose que les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ce qu'on a? Quelqu'un me disait un jour la différence, c'est Jean-Christophe Ortonneau, qui est un peu mon coach. Lui, il est coach spécialisé en entrepreneur. Il n'est pas coach de bonheur, mais il est coach dans tout ce qui est entrepreneuriat. Il suit une centaine d'entrepreneurs par an. Et il me disait, la différence entre un entrepreneur et l'autre, c'est un mec normal, il se dit, il attend pour faire par exemple une très belle soirée chez lui, que son frigo soit rempli à bord, qu'il a le plus bel appartement et que ce soit le meilleur jour de la semaine où tous ses copains sont disponibles. Non. Et un entrepreneur, il va faire une soirée, ah bah tiens, j'invite qui j'aime, puis je regarde ce que j'ai dans mon frigo et on fait une fête quand même. Ça ne sera peut-être pas la meilleure fête du monde, mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai maintenant, dans ce que j'aime, dans ce qui m'anime maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, on a eu ce projet qui a pris 1 an, c'est te dire. Alors, j'ai lancé plein d'autres trucs, mais on a eu cette idée. Et comme toujours, 2 fois plus de temps, on lance en ce moment, là, Humanava, avec un H, humanava.com, une plateforme de développement sur les soft skills. On va en revenir plus tard à cette plateforme, mais vraiment, je, je, je pense qu'elle va passionner plein de monde. On va mettre les meilleurs speakers que je connaisse, orateurs, praticiens autour de skills dans le développement personnel. D'autres personnes qui parlent du bonheur, hein, je peut-être même Alexandre, que j'aime bien, qui est très différent de moi, Alexandre Jousse de la Fabrique Spinoza, on en a parlé, il est à fond pour être sur la plateforme, je vais peut-être le mettre. Je vais mettre des gens comme l'actuel président des conférenciers de France, Philippe Boulanger. J'ai déjà l'ancien président des conférenciers de France, Jean-Philippe Ackermann, j'ai la patronne de la diversité en France, Samira Djouadi, etc., etc. Et je mets les meilleures personnes que je connaissais personnellement, qui, au travers de leurs conférences, des ateliers, de ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, incarnent une des choses autour du développement personnel, que ce soit la résilience, que ce soit la réinvention, que ce soit l'enthousiasme, le courage, la vulnérabilité, bien sûr, la compassion, bien sûr. Donc, j'ai trouvé des gens extraordinaires qu'on filme un peu à la manière de l'américaine masterclass.com. Donc, on les filme. Je reprends une de mes autres passions. Hein. J'ai passé 10 ans presque dans le cinéma. Ma femme a passé 15 ans dans la production audiovisuelle. Donc, ce mélange de mes 2 passions, la scène, le divertissement et le développement personnel. Et donc, on fait un gros site qui nous a pris du temps avec beaucoup de caméras, beaucoup de studios, beaucoup de personnages importants. Il a fallu négocier, il a fallu écrire un storytelling sur chaque vidéo. Et voilà, je suis très content d'annoncer le lancement là, cette semaine en ce moment, avec un premier client qui est pas loin, la Cité du Vin, l'une des boîtes les plus prestigieuses à Bordeaux, une des plus grandes fondations, très connue dans le monde. Donc voilà, on va servir leurs employés. Ça va être une acculturation soft skills, si tu veux. Et pour moi, les soft skills, c'est vraiment quand on me demande qu'est-ce que le bonheur en entreprise, quelle serait la première marche du Chief Happiness Officer, une acculturation soft skills.
qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les gens comprennent que c'est à eux de mettre des petites choses en avant. Et les petites choses en avant, c'est qui je suis, c'est quoi la connaissance de moi, comment faire pour me connaître un peu plus, comment faire pour connaître un peu plus d'autres. Bon, pour revenir à ta question, donc il y a un an, je vais très bien. Il y a un an, je vais un petit peu, oula, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, bon, parce que je fais toujours comme ça en termes de réinvention. Qu'est-ce que je peux faire à long terme, à moyen terme et à court terme? Donc déjà, je pense, même si je ne sais pas ce que je veux faire à court terme, je pense déjà à long terme. Donc à long terme, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque je savais, alors que tous mes potes conférenciers, ah oui, il faut voir, peut-être que ça va durer 3 4 mois. Je dis non, non, c'est fini. Fini, les gars. Pas avant 2024-2025. Et aujourd'hui, effectivement, tout le monde de la conférence, des événementiels, ça va dans 3 4 ans. Donc moi, peut-être, je ne sais plus si je reviendrai au monde des conférences. Peut-être pas, peut-être oui, on verra. Mais je ne vais pas attendre 3 ans. Ce qui est sûr, c'est que je vais être aussi actif que je l'étais dans le monde des conférences et du coaching. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va faire à long terme? Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour être prêt dans un an? Et je m'étais dit avec ça avec ma femme. Et on a bossé d'arrache-pied. Allez, 50% de mon temps depuis un an, c'était sur un truc comme ça. Et puis à court terme, j'ai fait, je dis qu'est-ce que je peux faire maintenant qui m'excite, qui fait du bien aux autres, qui me fait vivre. Donc j'ai lancé pas mal de choses. Donc donc ouais, tu l'as suivi, les masterclass sur la réinvention. Donc c'est mon dada. Hein. J'ai été je ne sais combien de personnes à se réinventer, que ce soit en interne dans les boîtes ou en externe. Donc là, j'ai accompagné 10 femmes ouais, sur quelques mois. C'était passionnant, passionnant de dingue. Des femmes qui changeaient complètement d'univers. J'ai toujours fait à peu près une masterclass par an, de toute façon, donc, où j'anime moi-même. Normalement, c'était en physique. Donc là, c'était la première fois que c'était en visio. Là, aujourd'hui, ce soir, je commence ma deuxième masterclass en visio que j'anime. Là, sur un peu tout le business autour du coaching. Donc là, je prends une dizaine de femmes à nouveau sur qu'est-ce que c'est qu'écrire et vendre sa masterclass, qu'est-ce que c'est que de communiquer autour de soi, qu'est-ce que c'est et comment écrire un bouquin, quelle maison d'édition, pourquoi, etc. L'intérêt, l'attrait de faire un bouquin. Alors, justement, si on revient un petit peu sur la réinvention de soi, tout ce que tu témoignes finalement depuis le début de la crise, c'est un témoignage poignant finalement de qu'est-ce que c'est de se réinventer. Et donc, toi, comme beaucoup d'autres, moi y compris, hein, on avait l'habitude de participer à de nombreux événements, de faire des conférences, etc. À un moment donné, quand on a compris que ça allait être sur du plus moyen long terme, il était nécessaire de rebondir. Et je partage tout à fait ce que tu dis sur le fait que au lieu d'attendre et de voir un peu comment ça va se passer, plutôt se dire avec ce que j'ai maintenant, qu'est-ce que je peux déjà commencer à faire? Exactement. Est-ce que du coup, toi, dans toute cette période-là, toi, tu as eu cette prise de conscience personnelle, mais est-ce que tu as eu l'impression que c'était une prise de conscience générale dans les entreprises, les salariés, cette nécessité de savoir rebondir? Non, je peux t'en parler tout de suite parce que, comme tu sais, moi, je venais de revenir de quelques mois auparavant des États-Unis où j'ai vécu effectivement 16 ans. Après, j'ai vécu 4 5 ans en tout au Japon et en Chine. Donc, bref, j'ai passé 21 ans de ma carrière à l'étranger. Donc, pratiquement toute ma carrière, si tu veux, en sortir d'école. Et donc, mes réactions sont plutôt américaines, anglo-saxonnes. C'est pas que c'est mieux, hein, encore une fois, les États-Unis. C'est qu'en tout cas, dans le business, si, ils sont 3 fois mieux. Dans le monde du business. Pas nécessairement dans la vie personnelle. Hein. C'est pour ça qu'on est là. C'est tellement agréable. Je suis à Bordeaux. Ma femme américaine me dit vraiment, vous avez le savoir de vivre. Enfin, on a un truc incroyable. On sait vivre. Là, voilà, le week-end, on prend des huîtres, 2 bouteilles de vin blanc, on appelle des copains et sur la plage, on se fait une fiesta. Enfin, c'est génial, c'est incroyable. Euh, on est tellement fort là-dedans, mais effectivement, dans la réinvention, pour prendre à ta question, on est extrêmement nul, on a peur. J'ai vu les autres, j'ai vu mes amis dans l'événementiel, ils étaient à la ramasse, ils voulaient pas. J'aurais dit non, non, il faut prendre le pied maintenant, les gars. Non, non, vous allez perdre votre boîte. Certains ont perdu leur boîte là déjà. Je dis non, il faut changer, même si vous avez fait ça depuis 20 ans. Et les entreprises françaises en interne, ou mes copains freelance dans tel ou tel domaine qui était lié à l'événementiel, etc., ils n'ont pas voulu prendre le. Ils ont entendu là, maintenant, là, ça y est, commence tout le monde à se penser sur l'invention. C'est pour ça que là, il faut que j'ai un éditeur qui va absolument que je lance le deuxième bouquin sur la réinvention. Là. Il faut que j'écrive vite parce que normalement, je dois le remettre le 14 juillet, ma mouture. Donc, bon, j'écris un peu de quelques mois, mais je suis tellement pris avec la plateforme. Enfin bref, pour te dire, les Américains ont pris le prix tout de suite. Moi, je suis à cheval entre ces deux cultures. Toutes les boîtes américaines comme moi, le 15 mars, ou autour du 15 mars, on dit qu'est-ce que je change comme business? Tous les grands consultants américains. Je te parle de mecs qui faisaient 200 conférences par an. Je te parle des gens comme Simon Sinek, que tu connais sûrement. Oui. Simon Sinek, fin mars,
Il a fait une équipe, tu peux le voir sur Zoom. Il a pris toute son équipe. Écoutez, notre business model va devoir changer. Il n'y a aucun consultant français qui a fait ça, aucun, zéro. Je suis le seul qui a dit, je vais Et changer. comment ça s'explique? Est-ce que c'est la culture française qui a une appétence Bien particulière à rester dans sa zone de confort, sûr, qui a bien sûr. peur de prendre des Un, risques? non, monsieur, bon. Et puis, on a des aides. C'est vrai qu'il y a tellement d'aides. Ouais. Alors, moi, effectivement, je n'avais pas d'aide puisque ma boîte est américaine. Donc, je revenais en France. Je n'ai pas d'aide de toute façon. Je n'ai jamais compté sur le gouvernement. Et de toute façon, je n'allais pas avoir d'aide puisque, voilà, j'étais pas il a fallu que ça a pris 8 mois pour que j'ai la sécu sociale, etc. Donc, de toute façon. Et puis, de toute façon, même si je prétends, je n'ai même pas regardé si je pouvais avoir une aide. Je n'ai pas pensé à ça. Mais j'ai vu les boîtes françaises. Qu'est-ce que je peux avoir comme aide? Et tout de Ouais. suite, Ouais. au lieu de qu'est-ce que je peux faire Donc, maintenant? on se cache derrière ça. Et au lieu de qu'est-ce que je peux construire comme business? Si je peux avoir de l'aide, tant mieux, il ne faut pas dire non, bien sûr. Mais, et puis surtout, si c'est pour garder ses employés. Mais qu'est-ce que je peux? J'en ai des exemples à foison. Simon Sinek, un des grands conférenciers les plus connus au monde. Oui, Mais il a c'est dit sur il y a 20 le fameux grand ouais, pourquoi. Voilà. bien sûr. On Mais il y évoque en a souvent. plein. Je peux parler du CEO de Spartan Race. Spartan Race, si tu connais, Oui, l'événementiel, tu sais, les courses. les courses, ouais. Comme Tough Mudder, que j'ai fait plusieurs fois, tu sais, bref. Mhm. Il y a en France, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous avez l'équivalent. Et le mec, pareil, 200 employés. Et il a dit, mars, tout de suite. Écoutez, ça va être la cata. Je ne sais pas comment, il faut tout de suite qu'on fasse d'autres choses. Tout de suite. Je ne sais pas qui je vais pouvoir garder. Certains vont devoir être virés, malheureusement. Je vais garder autant que possible que peu. Moi, je voudrais survivre, même si on change complètement. Il s'est levé à 5 heures du matin. Il a 4 enfants, le mec. 5 heures du matin à partir de la crise. Tous les jours, il fait des podcasts sur la motivation, sur l'inspiration, en interviewant des psys, des thérapeutes, d'autres motivational speakers comme lui. Qu'est-ce que je peux trouver à l'intérieur de moi et à l'intérieur des autres, comme toi tu fais avec moi, comme moi je fais avec toi, comme moi je fais avec d'autres, comme toi tu fais avec d'autres, toujours en permanence. Moi je cherche qui d'autre peut m'inspirer. Là je lis en ce moment un petit aparté, David Goggins, l'un des meilleurs inspirational speakers. Si tu ne le connais pas encore, il faut que tu lises tout sur lui, Non, ça, je connais l'américain pas. David Goggins. Mais toujours, je suis à la recherche de quelqu'un d'autre qui peut me donner cette petite pêche, cette petite lueur, cette fait que je peux retrouver quelque chose en moi encore un peu plus. Et Et alors, donc, justement, pour inspirer les autres, là, quel conseil tu pourrais partager pour ceux qui ont encore un peu de mal à se réinventer, à rebondir? Est-ce qu'il y a des choses assez simples pour switcher de mindset? alors, un, c'est que oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Et oui, vous allez souffrir. Et c'est OK de souffrir. Et c'est normalement que à travers la souffrance, de toute façon, que tu peux te réinventer. De toute façon. Et tous ceux qui disent non sont des menteurs. Tous. Il faut vraiment se foutre dans le crâne. Parce qu'en France, on a ce truc on n'ose pas parler ni d'échec, ni de ratage. Moi, je sais, j'avais bataillé avec Larousse pour mon premier livre pour parler de ma dépression, par exemple, en 2010. Ah, mais non, mais Arnaud, tu es monsieur bonheur, tu donnes du bien aux gens. Mais oui, mais j'inspire parce que je sais ce que c'est que d'aller au fond. Je l'ai vécu. Sinon, je serais un menteur. Si je ne connais aucun autre mec qui est passionné par le bonheur, aucun, dans le monde entier, et qui n'a pas vécu une expérience dingue de burn-out ou de dépression ou de drame familial, drame amoureux, drame financier. Je ne connais pas, ça n'existe pas. C'est des menteurs. Donc, un, oui, ça va être dur et vous allez souffrir. Deux, on est obligé, on est obligé de passer par là pour grandir. Trois, comme on n'a plus de perte de repères, comme on n'a plus de repères, pardon, il faut contrôler au maximum ce que tu peux contrôler, ce que tu peux mettre en avant. Donc, ce que tu peux mettre en avant, c'est tous, on a un réseau de clients, d'amis, eh bien, passe 300 coups de fil par jour, demande à tes amis, tes autres, tes contacts, qu'est-ce que je peux faire? Et n'aie pas peur de savoir qu'est-ce qu'ils vont penser, de savoir que tu ne sais pas. Et alors, moi quand le truc est venu, eh bien, j'ai écrit à tous mes clients qui, eux, me faisaient confiance que pour amener ce sur quoi j'étais bon, c'est-à-dire en présentiel. Et je leur dis, je vais devoir switcher, je ne sais pas encore. J'aurais dit comme ça, texto. Je sais que je vais faire d'autres choses. On pense vaguement à une plateforme peut-être. Ça prendra des mois. Je le dis, ça prendra des mois. Parce qu'on va le faire bien et de qualité. Mais est-ce qu'il y a des choses à faire ensemble maintenant? L'un de mes clients, qui n'était pas encore un de mes clients, mais qui était dans ma liste de prospects, une des plus grosses boîtes en France, s'appelle CMA CGM, à Marseille, m'a appelé, alors que ça faisait 3 ans qu'on n'arrivait pas à se coordonner pour faire du présentiel. Ils m'ont demandé une série de vidéos à faire. Il me dit, ce qu'on veut, c'est au moins ton énergie. Est-ce que juste tu peux te filmer
en vidéo sur tels aspects du développement personnel, justement. Donc, j'ai fait des petites vidéos chez nous, mal filmées, mais au moins, il y avait cette énergie, tu vois. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je travaillais avec d'autres. Je travaillais avec un accélérateur de start-up qui a voulu que je coach des start-upers, des CEO de start-up dans différents pays. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je travaillais sur une mission avec l'UNICEF. Tu vois, il y a des trucs parce que. Mais j'avais pas peur de ce qu'on disait. Et même s'il y en a qui. Et j'en ai deux, trois qui m'ont écrit. Ah, mais alors ça va être dur pour moi. Pour toi, Arnaud, moi qui croyais que tu étais un grand conférencier, machin. Je dis, bah oui, ça va être un peu dur parce que c'est ce que je faisais depuis quelques années et j'adorais ça et je sais que c'est terminé. Donc oui, et tout d'un coup, le fait que je leur dise oui, et tout d'un coup, ça me faisait comme si j'étais pour eux quelque part à leur niveau, mais de toute façon, j'ai jamais été au-dessus. C'est simplement, ils avaient l'impression que j'étais au-dessus, parce que j'étais peut-être plus, on va dire, plus prestigieux dans un des domaines, mais on est tous pareils. Il faut le dire. Avant-hier, c'est ça? Mercredi, j'étais à la télé sur Bismart Télé. Je ne sais pas si tu connais, c'est le nouveau BFM Business. En fait. Et j'avais en face de moi, je faisais un deuxième débat sur ce qui est dingue d'ailleurs, il n'y a qu'en France où on me demande de débattre sur l'importance du bonheur au travail. Il y a un mec en face de moi, je ne vais pas dire son nom, qui ne croit absolument pas à ça. Qui pense que c'est de l'infantilisation, qui pense que c'est du côté bisounours. Dans ce que j'ai fait, j'ai préparé le coup, je lui ai amené, si tu regardes le replay, je lui ai amené un petit nounours que je lui ai donné en émission. Voilà ce que c'est un nounours. Ça va vous faire plaisir. Il ne savait pas où se foutre, le mec. On pense toujours qu'on ne peut pas parler il parlait de mecs de ces burn-out, machin, pas des siens d'ailleurs. Des gens, moi, je dis, moi, je vais parler du mien. Moi, je vais parler de moi aussi, j'ai des dépressions. J'ai eu des dépressions, etc. C'est pour ça que je peux parler de bonheur. Il faut parler, je pense, de ce qu'on connaît ou ce qu'on a pu connaître et des exemples personnels, c'est ça. Donc, si je comprends, c'est comprendre ce qu'on est, faire un travail de soi de dingue. Je le rappelais parce que c'est dingue, parce que la plupart des managers oublient. Et ça, c'est vrai pour ce que je vais dire, que ce soit que tu sois français, pakistanais, tanzanien ou je ne sais trop quoi, toutes les cultures. Il n'y a que 20% en gros des gens qui se comprennent, qui ont fait un travail de compétence, de connaissance sur soi et qui savent qui ils sont. L'introspection est effectivement un sujet essentiel à avoir. Et là, ce qui a été très dur, c'est que les managers qui ne se connaissent pas, ils ont pété les plombs. Là. Moi, j'ai plein de boîtes. S'il y a une boîte, je ne veux pas te dire le nom, mais qui m'a appelé pour faire un truc privé, des conférences privées aux managers, parce qu'il me dit, on ne les tient plus, ils pètent les plombs, les mecs. Ils n'en peuvent plus. Et tu sais quoi? Le truc de dingue, c'est que moi, j'ai appris plein de choses avec cette crise. C'est que, donc, moi, je me suis mis à épouser, on va dire, l'animal visioconférence, machin, qui, même si moi, j'étais un fan, tu sais, dans une de mes anciennes vies, j'étais un fan je suis un fan de la scène et du cinéma, mais jamais pour mon travail via la visio. Et donc, il a fallu, il faut que je l'apprenne, il faut que je devienne bon en visio. Et donc, à travers les multiples coachings que j'ai commencé à faire, et j'ai commencé à apprivoiser l'animal. Et je l'ai senti au bout d'un moment, de quelques semaines, je me rappelle vers mai, juin, ça y est, je le maîtrise. Je peux faire passer l'énergie que je faisais passer en présentiel. Alors, pas complètement, c'est sûr, mais une partie. Il y a une boîte, il y a plusieurs boîtes qui m'ont appelé, ils m'ont dit, il faut que tu leur parles parce que les managers, en fait, quand ils utilisent le côté Zoom, ils n'arrivent pas à mettre de l'empathie, ils n'arrivent pas à mettre de la compassion. Parce que, ça c'est un autre problème, mais tu sais, ils font 8 heures de suite sur les Zooms, donc ils n'en peuvent plus, les mecs. Je comprends, les mecs ou les femmes, ils n'en peuvent plus. Donc, c'est une connerie monumentale de leur boss, de leur demander de 8 heures par jour. Un maximum de 5 heures par jour en Zoom. C'est pas possible, autrement. Moi, je refuse. 5 heures plus, je refuse. C'est pas possible. Si un client veut que je coach plein de gens. Il y a ce côté très communication non verbale et informelle aussi qu'il est très difficile à partager sur de la visio. C'est ça. Et les managers, ils n'en peuvent plus là parce que déjà l'empathie, c'est dur en normal, mais là, en visio, c'est complètement dingue. Il faut regarder tout, il faut vraiment faire attention à personne. Donc, moi, je dis la crise, pour répondre à ta question, la réinvention, c'est donc le quatrième point, c'est vraiment la connaissance de soi. Qu'est-ce que je peux apprendre? Et qu'est-ce que j'apprends grâce à cette crise? Oui, grâce. Et dans quoi je suis reconnaissant à ma vie? Tu vois, les petits exercices de gratitude dont je parle depuis des années, tout le monde en parle, bien sûr. Mais moi, je me suis vraiment appliqué 2 fois plus qu'à la normale. J'ai de la gratitude pour ce qui m'entoure. J'ai la chance d'être revenu en France. Moi, là, j'ai encore eu un ami de Los Angeles hier, c'est la cata. Oui, la situation aux États-Unis n'est pas. On ne se rend pas compte. J'ai mes amis de New York, mes 15 amis, je veux dire mon cercle restreint de New York, j'ai passé 10 ans presque.
9 ans. Les 15 personnes les plus connues, les plus proches de moi, tous sont américains, hein. Tous se sont barrés de New York. Tu t'imagines, tous. Parce que trop de crimes, trop de clochards, plus aucune opportunité. Tous les restaurants de leur quartier fermés. Enfin, fermés, mais fermés à vie, pas comme en France quelques mois. C'est un autre monde. À Los Angeles, mon ami, mon pote, me disait il n'a plus une seule commande, c'est un sculpteur, zéro. Il n'y a que des clochards autour de lui, il a une belle maison dans un quartier OK. Il me dit il n'y a que des teenagers drogués autour de lui. C'est catastrophique. Ils disent il faut qu'on quitte Los Angeles. Il y est depuis 20 ans, il adore ça. Oui, la situation est assez catastrophique aux États-Unis. Sa femme est philippine, elle adore les États-Unis aussi, mais là, il dit il faut qu'on vienne en France ou ailleurs. Et lui, il est français. C'est catastrophique. Donc, nous, la chance qu'on a de vivre en France, la chance qu'on a en plus d'avoir des aides, mais on n'arrive pas à développer ce mental de je change maintenant, j'y vais. Non, petit à petit, je vais réfléchir. Non, réfléchir. Mais je change, je prends une putain de décision maintenant. On a plus de mal à bouger. Est-ce que la clé, ce ne serait pas aussi peut-être de s'autoriser, alors même si on est dans un contexte où il y a énormément de restrictions, est-ce que ce ne serait pas bien de s'autoriser aussi à rêver grand et se dire si tout était possible, dans quoi je me projetterais, qu'est-ce qui me ferait vibrer et peut-être commencer à poser des petits objectifs pour y aller? Tout à fait. J'avais un copain, comment il s'appelle, Fabrice Mignon, qui partageait ma chambre d'officier à l'armée. Il me disait toujours, lui, c'était ici, il ne tenait qu'à moi d'eux. Tu vois, c'est très beau, très subtil, très français, très positif. Et s'il ne tenait qu'à moi d'eux. Et ça, j'adore parce que ça te fait un peu moins c'est un peu moins auto-responsable à l'américaine. I have to, machin. Non, effectivement, c'est le temps de rêver grand. Enfin, là, j'étais dans une autre télé un jour, je parlais de mon projet, là. Il me dit, et je leur dis, à terme, ce sera 5% de clients français. Ah ben, vous êtes ambitieux. Si je ne suis pas ambitieux, je ne vais même pas monter une plateforme de technologie. Enfin, autant rien monter. Enfin, je reste dans une montagne. Je m'enferme dans un village. Si je monte une boîte, oui, je vais rêver grand. J'espère qu'elle va bien marcher, cette boîte. Sinon, je restais juste coach. Et puis, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais j'y vais avec des grandes ambitions dès le départ. C'est toujours le truc. Si tu veux au moins atteindre la prochaine planète, tu vises la Lune, quoi. Tu shoot for the moon à l'américaine. C'est pour ça qu'on appelle ça des moonshots, tu sais, dans le côté américain. Tu vises une moonshot, tu y vas, quoi. J'ai vu la chambre de commerce à Bordeaux. Là. Oui, il faut y aller petit à petit. Les mecs, c'est très dur pour les Bordelais, les châteaux de Bordeaux. Il y en a vraiment qui sont au bord de la faillite, des châteaux de Bordeaux, des trucs de famille. Ils sont à la limite de la faillite, ils ne savent plus comment faire. Et je lui dis, mais il faut y aller, il faut peut-être une session avec vous. Mais non, mais il faut y aller franchement. Il faut retrouver du peps. C'est un vrai travail, un processus mental pour les Bordelais, les Châtelains. C'est pas juste comme ça. Ah bon? Et vraiment, les gens, ils ne comprennent pas que c'est un vrai boulot, la résilience, la réinvention. C'est pas facile. Donc, oui, on peut tous le faire. Ouais. Mais oui, c'est pas facile. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre? Moi, j'adore le fait que, donc, j'avais cette idée quand même même avant la crise, j'avais cette idée de plateforme. Mais voilà, j'étais devenu finalement aussi dans ma zone de confort, tu vois. Et donc là, tout d'un coup, voilà, donc on y va. Là, il y a pas on va monter cette plateforme. Tu vois, c'est comme. Juste avant qu'on parle justement un peu plus de Humanava, toi, le terme bonheur t'a jamais vraiment fait peur, hein. Tu parles de bonheur sans tabou, de bonheur au travail. Est-ce que, selon toi, on peut continuer à parler de bonheur dans ce contexte et comment on arrive à trouver de la joie, notamment au travail? Alors, d'ailleurs, je rebondis sur quelque chose que les auditeurs m'avaient beaucoup remonté, qu'ils avaient apprécié sur l'épisode qu'on avait fait ensemble en 2019. C'était que tu parlais du besoin d'avoir à la fois de la joie, de la légèreté, de la profondeur, notamment dans le rôle de CHO. Alors, aujourd'hui, est-ce que toute ta vision a évolué sur ce sujet et est-ce qu'on peut encore parler de bonheur au travail? Enfin, moi, à chaque fois, et je suis sûr que je l'ai dit dans ton podcast, en tout cas, je l'ai dit dans mon bouquin que j'ai écrit encore en 2017, quand même maintenant. Il y a 4 ans, il a été publié en 2018, mais je l'ai écrit en 2017, le bouquin. Donc, que ce soit dans le bouquin, dans toutes les conférences que j'ai fait, effectivement, à chaque fois, je break down, je décortique le bonheur en 2 choses. C'est la joie, la légèreté d'un côté et la profondeur. Ça, mon message ne change
absolument pas. Je sais que la sémantique française, c'est plus ce bien-être qu'il faut utiliser ou l'engagement des employés. Mais c'est chiant, l'engagement des employés. Soyons honnêtes. Ce qu'il faut, c'est un truc qui parle à tout le monde. Et oui, la joie, il faut continuer à trouver. Sans joie, tu ne peux pas. J'ai lu tellement, j'en ai rencontré des prisonniers de guerre. J'en ai rencontré des gens qui ont été torturés, notamment en Azerbaïdjan, par exemple. J'en ai rencontré, j'ai le prochain boss le prochain. J'ai l'ancien dirigeant du RAID, Jean-Michel Fauvergue, qui devrait être sur notre plateforme. L'ex-patron du RAID, qui est député aujourd'hui. Donc, t'imagines, lui, c'est un dur pourtant. Même lui, il faut qu'il trouve de la joie quelque part. En prison, un mec, comment il s'appelait? Scott Dell. Colonel Scott Dell, qui a survécu à 7 ans de torture au Vietnam. Passionnant, tu peux regarder son histoire. Et lui, même en torturant, 7 ans d'emprisonnement au Vietnam, les pires geôles, chaque jour, il fallait trouver un truc un peu beau, mignon. Il écoutait un oiseau. C'est tout con, où il a entendu le mec de la cellule d'à côté qui grattait un petit peu. Ah, il y a un autre mec en vie à côté de lui. L'autre, il n'est pas mort. Donc, c'est juste que, en fait, en France, même quand on parle du mot joie, ça doit être extraordinaire. Non, non. Joie, c'est juste peut-être tu as écouté ton collègue, tu as une bonne conversation, tu es plein de reconnaissance. C'est de la joie, c'est pas juste de sauter et, je sais pas, quoi, de jouer à la marelle, ou avec des bisounours dans la cour de récré de la boîte. Non, c'est pas ça. C'est vraiment de trouver de la. Alors, j'aime bien utiliser joie aussi parce que c'est provoque et bonheur provoque. Et pour moi, c'était un moyen de rentrer dans les boîtes. C'était le côté léger. Là, une fois que j'y suis, non, non, il y a le côté profond. Donc, non, il faut continuer à trouver. Mais si on n'a pas de bonheur, pas de joie, mais c'est catastrophique. Tu les as vu, les films comme moi sur les camps de concentration, les gens comme Viktor Frankl, qui est l'un des meilleurs bouquins qui existent sur le purpose, la raison d'être, il parle toujours que même chaque jour, il fallait qu'il trouve un petit peu de joie. En camp de concentration, c'était catastrophique. Une partie de sa famille est morte. Mais même, il fallait qu'il... Sinon, tu ne tiens pas. Donc, la joie, ça n'a pas besoin d'un truc extraordinaire, je ne sais pas, une montagne, ou avec un homme sublime, ou une femme sublime, ou je ne sais pas quoi. Non, non, c'est juste un tout petit truc qui te fait du bien, toi, maintenant. Premier truc. Et deuxième truc, c'est très lié, donc, toujours à la résilience et à la raison d'être. Et donc, la raison d'être, encore une fois, c'est de se donner, c'est de trouver une raison pour laquelle ce qui est difficile dans ta vie en ce moment a de l'attrait, ou tirer une morale de ce qui est difficile en ce moment dans ta vie. C'est ça la raison d'être. Et ça, on peut tous en tirer. On peut tous tirer des conséquences de ce qui se passe autour de soi en ce moment. C'est-à-dire donner du sens à ce qu'on vit, en fait, tu veux dire? Ouais. Du sens. Et vrai, on peut toujours trouver du sens à ce qu'on fait. Enfin, moi, même là, je fais une start-up, donc maintenant c'est une start-up. Mais donc, t'imagines, un peu plus de 45 ans maintenant, donc je me retrouve avec des gamins, des gens qui ont 32 ans, 33 ans, donc il y a d'autres choses qui se passent, et puis, mais dans mon truc, je dois traiter avec des beaucoup plus jeunes, mais des beaucoup plus vieux. Et j'ai encore des gens qui ont 60 ans autour de moi, et alors là, effectivement, certains, c'est un peu dur. Pas qu'ils sont tous durs à 60 ans, mais là, et pourtant, je veux qu'ils m'aident à ma plateforme, je veux qu'ils soient inclus. Et là, et puis on traite avec les trucs juridico-légaux et plein de trucs dans lesquels j'avais plus besoin de traiter depuis des années en tant que coach conférencier. Et donc là, je suis obligé de m'y remettre. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Il y a plein de trucs dans ce que je fais aujourd'hui, c'est pas drôle. Je me marre pas, mais il y a du sens derrière. Ouais. Du sens. Je sais pourquoi je veux ça. Et puis même si ça marche pas ma plateforme, parce que moi j'y vais avec toute l'ambition du monde, ça va cartonner, on va cartonner ça. Mais j'ai toujours cette petite lueur qu'il y a un petit doute, ça peut foirer. Et oui, et si ça foire, c'est quoi? Mais au moins, j'aurais été patron de start-up. C'est génial de commencer un montage. Une start-up, je ne vais pas dire que j'aurais fait tous les métiers du monde quand j'aurais 50 ans, mais pas beaucoup, j'aurais pas fait, si tu veux. Oui. À part médecin et avocat, oui. pas beaucoup. Il y a eu pas mal de casquettes. Ouais. Pas mal de casquettes. Et donc, je suis très content. Et j'aurais une vision un peu plus globale encore du monde. Et donc, c'est ça la réinvention aujourd'hui. Même si vous vous plantez, vous allez apprendre des trucs de dingue sur vous, sur le monde. Et quoi de plus beau de comprendre qui on est, pourquoi on est là sur cette terre. On est là pour quelque chose. Sinon, autant s'enterrer maintenant et puis sortir de chez soi. Il faut. Et il y a quelqu'un qui a dit, qui c'est qui a dit ça? Mais c'est vrai. Il ne faut pas chercher le confort, il faut chercher l'effort. Et la joie, ce qui est paradoxal, tu obtiens la joie quand tu cherches l'effort. C'est dingue. Même sur le bonheur au travail, toutes les études montrent que les gens les plus heureux au travail, c'est une fois qu'ils ont été dans l'effort de dingue et que ça s'est bien passé. Et là, c'est les mecs heureux au travail, c'est le pic.
C'est pas le confort. Donc les gens ne comprennent pas. Non, non, c'est le bonheur. Mais le bonheur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résilience. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dur. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réfléchir aussi sur la raison d'être, sur le purpose, sur la question de sens. Pour moi, c'est allié, c'est une balance, c'est toujours l'un et l'autre. Donc, je vais continuer à se dire si, il faut du bonheur au travail. Simplement, je n'ai pas les mêmes visions des gens. Ils ont ce truc extraordinaire de ce que c'est que Non, il y a une partie chiante au boulot et j'en suis conscient et j'ai jamais dit autrement. Mais je me dis, si ça pourrait ne pas plus de 30% de ton temps au boulot. La partie, c'est pas ce qu'on aime faire. Mais il faut se la coltiner quand même. Ça ne peut pas être du 100% bonheur. Tu vois? Bah, ce serait effectivement presque plus trop intéressant qu'on vive des moments, des moments super cool, de flow, de joie, d'engagement dans ce qu'on fait, si on n'avait pas aussi les choses un peu moins fun à faire qui nous permettent de nous rappeler que ben, tout n'est pas ça. Mais je partage totalement, c'est hyper intéressant la citation que tu as partagée là sur le confort, qu'il ne faut pas chercher le confort mais plutôt l'effort. Et effectivement, on se rend compte que parfois il y a des choses dans lesquelles on a du mal à se mettre, mais derrière, en fait, il faut penser au sentiment d'auto-accomplissement, en fait, de faire une tâche qui est beaucoup plus fort au final et te nourrit beaucoup plus en énergie que de rester dans des choses que tu connais, que tu sais déjà faire, dans une routine qui finalement est terrible, quoi. Enfin... Non, mais tout ce qu'on apprend, là, enfin, on apprend du monde, on apprend des amis que j'ai perdus durant cette crise, parce qu'on n'avait pas la même vision de la crise, de comment s'entraider entre amis sur plein de domaines. Mais voilà, j'ai grandi aussi, j'ai grandi personnellement. Donc, je ne vais pas dire merci à la crise, comme beaucoup de mes amis. Je ne vais pas oser dire ça, surtout en France, parce que ça, c'est tellement presque trop provocateur. Mais moi, je sais que sans cette crise, ça a été une accélération de ma croissance personnelle sur plein de domaines. Et si on prend un peu de distance sur ce qui se passe, pour 99% d'entre nous, c'est aussi une accélération de notre connaissance de soi, du monde, des gens qui nous touchent, de ce qu'on aime, de nos priorités, de ce qui compte. Vu tous les gens qui se barrent de Paris, qui vont vivre en province, les gens qui se barrent de New York pour aller vivre dans le... Et même sur l'organisation même du travail. Hein. Il y a eu enfin la démocratisation du télétravail en France. On a eu tellement de mal à s'y mettre. Enfin, ça a été un accélérateur pour plein de choses. Alors, si on revient un petit peu sur le... alors, tu parlais tout à l'heure des notions d'engagement. Alors, c'est vrai que ça revient beaucoup en ce moment. Comment continuer à motiver les équipes à distance? Comment continuer à faire vivre la culture d'entreprise à distance? Est-ce que toi, tu aurais des tips à nous partager là-dessus sur comment on continue à créer, à conserver ce lien à distance? Alors, ce que je dis tout le temps et tout le temps redit, mais c'est quand même important, c'est notre métier de Chief Happiness Officer ou de chef de la joie, peu importe l'intitulé que tu trouves à quelqu'un qui fait du bien aux autres dans le monde de l'entreprise, qui ramène l'humanité au travail, en tout cas qui la montre en termes de priorité. C'est l'expérimentation. On est là pour expérimenter différentes choses. Donc, chaque boîte, différents challenges, chaque boîte en est sur. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on voit, qu'on retrouve, mais le truc principal, on le sait, c'est comment garder le lien social entre les gens. Et il y a des petits trucs comme les happy hours virtuels sont vachement importants. Donc des salles qui sont ouvertes où on ne parle absolument pas de boulot. C'est ça, ouais. Et c'est un des trucs qui marche dans chaque boîte, chaque pays, petite, grande boîte, c'est un truc fondamental. Deux, c'est vraiment de comprendre que pour certaines personnes, c'est vraiment beaucoup plus dur que d'autres, ou financièrement, ou mentalement, ou ils ont peut-être perdu un parent à cause du Covid, ou alors, je sais pas, ils ont eu un enterrement, la personne n'est pas morte du Covid, mais à cause des Covid restrictions, ils n'ont pas pu aller à l'enterrement, il y avait 10 personnes, je sais pas. Mais bref, tout le monde en a souffert d'une manière ou d'une autre. Et il y a encore des gens qui disent, oh, c'est bon, moi, j'ai pas peur du Covid, ça me fait pas peur. Mais je suis conscient de tout ce que ça nous enlève, de tout ce qui est dur, de toutes les difficultés. Et donc, il y a deux choses. Il y a le fait de ne pas en avoir peur, mais après d'être conscience que pour beaucoup de gens, c'est dur. Tu sais, il y a que 10% des gens qui aiment changer de vie. 10%. Moi, j'adore ça. C'est bon. Donc, quelque part, bon, voilà, presque besoin de ça, si tu veux. Mais voilà, 10%. 90% des gens n'aiment pas changer de vie. Il faut qu'ils soient obligés d'en changer. Alors après, peut-être sur le recul, finalement, c'était bien. Mais sur le moment, ils détestent. Oui, certains ont besoin d'un coup de pied aux fesses aussi pour... ouais. Et donc, ce n'est pas eux-mêmes qui vont dire changer de vie, il faut juste que l'univers leur envoie un truc comme cette crise. Donc, donc ça, c'est vrai. Mais comme disent les gens comme Boris Cybulnik, qui est le père de la résilience en France,
célèbre intellectuel, etc., qui s'était échappé à 7 ans là, pour échapper de la Gestapo, qui n'a pas été dans les camps, un mec assez incroyable, et qui dit que lorsque tu fais un travail de résilience, 90% d'entre nous, on s'en sort mieux, même après un événement dramatique. 90%. Maintenir le lien social, c'est le plus important, et deux, que les managers qui, pour certains, ne comprennent pas, que d'autres ont peur, ou vraiment se foutent au storytelling personnel, à comprendre du genre. Enfin, et ce que je te partage, les autres gros coachs américains avec qui on parle, ils partagent le même truc, ils disent le même truc à leurs dirigeants, et les autres managers, ils disent, et les gens ils disent, oui, mais ça prend encore plus de temps si je dois écouter chacun avec ses petites histoires, c'est ce que pensent malheureusement certains managers. Bah ouais, et si tu veux, ne les écoute pas. Et ils vont tous partir à la ramasse, ils vont tous euh, quitter la société ou partir en vadrouille ou zéro productivité, etc. Oui, ça demande beaucoup plus de temps, mais il faut les tenir, il faut te faire peut-être accompagner en tant que coach. Tu prends des gens comme moi, tu prends d'autres coachs qui vont, si toi, tu n'as pas le temps, tu leur donnes des sessions de coaching, tu leur payes des sessions de coaching. Tu veux quoi? Tu préfères que les gens partent en couille, ou tu veux vraiment que tu veux montrer que tu es là pour eux, tu veux montrer que tu fais du bien, tu veux montrer que tu es humain comme eux. Et humain, ça veut dire juste mettre à la place des autres, les comprendre. Et je comprends que pas tous les directeurs, les managers, ils ont le temps. Eh bien, ils prennent des coachs, c'est tout. C'est les gens qui sont faits pour ça. C'est leur métier. C'est vrai que Et donc, c'est un peu ça qui est compliqué, c'est que beaucoup de managers ont été balancés un petit peu comme ça dans le grand bain sans ouais, forcément c'est être ça. formés. Et, Accompagner, ouais, bien sûr. Et c'est Non, assez non, par exemple, problématique. non, mais par exemple, c'est clair qu'à un moment, je ne sais plus si je t'avais appelé, mais je me dis, il faut que je fasse une classe juste sur l'empathie. Et parce qu'on m'en a demandé. Et, et donc, je me suis dit, enfin, la première fois, on m'a dit, en gros, enfin, c'est même moi ma réaction, genre, vous êtes sérieux? J'ai plusieurs dirigeants qui m'ont dit, est-ce que tu peux me faire un cours privé sur l'empathie? Je peux t'imaginer. Et donc, bah, je l'ai fait. Et j'ai aidé ces personnes, j'ai trouvé les moyens, et j'ai trouvé que en fait, c'est vachement lié à la curiosité de l'autre, l'empathie. Donc, j'ai fait un petit peu des recherches, et puis j'ai décortiqué sur moi ce qui faisait que j'étais un peu plus empathique que la moyenne, on va dire. Qu'est-ce qui fait que je suis tourné vers l'autre? Et c'est surtout, on en revient souvent à la curiosité. Et donc, voilà. Et en fait, une fois qu'ils comprenaient que qu'il fallait se sentir en pâte, aux États-Unis on dit en pâte, à l'intérieur pour pouvoir rentrer en résonance avec l'autre. Enfin, pour moi, ça a été un bond en avant de milliers de managers qui enfin comprennent l'importance et encore pas tous, l'importance de l'empathie. Et sur le sujet du Chief Happiness Officer, tu as un peu la référence aussi dans ce domaine-là. Est-ce que ta vision, elle a évolué depuis sur ce métier, la posture Alors, il y en avait un petit peu moins en France qui osaient mettre Chief Happiness Officer avec ce qui se passait. Les Américains, les étrangers, au contraire, j'ai l'impression qu'il y en avait encore plus que jamais. Moi, j'ai plus d'étrangers que jamais qui m'ont écrit, alors que je suis revenu en France. Donc, je suis moins visible aux États-Unis depuis un an. Comme je fais plus de conférences internationales, donc je suis un peu moins visible. Et pourtant, j'ai plus que jamais de demandes de l'étranger. Qu'est-ce que c'est que ce métier? Beaucoup de jeunes, mais des jeunes d'Estonie l'autre jour, de Russie, d'Irak, tu vois, des points où c'est encore beaucoup plus difficile que nous. Et pourtant, ils sont beaucoup plus difficiles que nous, leurs conditions. D'Amérique latine. La moitié de l'Amérique latine est sous le seuil de la pauvreté avec ce qui se passe. Donc, je sais pas si tu sais, mais... ouais. Donc, encore plus, il y a une augmentation en fait de augmentation l'intérêt des gens sur ce sujet, sur le sur ce métier. sujet. Sur ce sujet. Alors, c'est peut-être presque toi qui vas me dire, parce que tu t'as tellement suivi aussi en France là-dessus, mais effectivement, j'ai pas l'impression que... Et en même temps, je sais pas, je vois tous les sons de cloche en France. J'ai l'impression qu'ils comprennent plus que jamais l'humanité au travail. Et puis après, il y a toujours ces mecs ou femmes qui comprennent pas le mot bonheur. Mais je te dis, là, en même temps, voilà, je vais faire partie, je sais pas si je t'avais croisé à l'événement en janvier 2020 à Deauville. Forum TVT. Tu étais là ou pas? Non, non, c'était pas vu. J'étais passée D'accord. en très, très, très rapidement. Ouais. Alors, la femme qui a monté ça, Alexandra Franz, elle remonte un événement, je suis le parrain à nouveau, qui s'appelle Bien vivre l'entreprise, mi-juin, là, vous regardez vivrelentreprise.com, je crois que c'est le 11-12 juin, pareil. Et elle s'attend, à moins qu'il y ait des mesures contre, à 5000 personnes. Tous les DRH, tous les directeurs de la QVT, et ce serait le plus gros événement jamais fait en France sur le bonheur, la QVT, etc.
Et tout de suite, elle m'a demandé, est-ce que tu veux être parrain? Est-ce que tu veux t'en occuper? Est-ce que tu veux en parler? Bah oui, oui, bien sûr, j'y crois plus que jamais. Donc, l'événement qu'elle avait fait avant, on était 150. Là, elle veut Ouais. passer à 5000. Donc, j'ai aussi un peu l'impression que ça quand même Enfin, j'ai l'impression que ceux qui sont convaincus, c'est beaucoup plus que jamais. Ouais. J'ai l'impression que... En fait, tu vois, c'est d'une manière intuitive. Hein. Ce n'est pas des stats. D'une manière intuitive, quand je rentrais dans une boîte, avant, il y avait à peu près 30% de la boîte qui comprenait, avant même que je parle, l'intérêt de ce que j'allais faire. 30%. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'avec le Covid, mais c'est 70% comprennent tout de suite. Mmh. Alors, les 30% souvent se transformaient en 70, 80, même 90%, une fois que j'avais fait mes ateliers. Et, enfin, je ne vais pas dire que tout le monde comprenait, mais outre les irréductibles 10% de psychopathes dans chaque boîte, il y en a, et puis ils ne vont pas rester, qui ne comprennent absolument pas le besoin des émotions. Et surtout ceux-là, surtout Julie, il ne faut pas les convertir, ils s'en foutent. Ça, rien, c'est une perte de temps. Perte de Ah temps. oui, c'est une perte d'énergie, perte de Une temps. perte de gens, ils ne comprennent pas notre intérêt. Eh bien, soit. Bon, j'étais quand même dans ce débat télévisé, le bonhomme en face ne comprenait pas. Et pourtant, sûrement sympa par ailleurs. C'est un ancien footballeur, pourtant sympa par ailleurs. Mais il ne comprenait pas. Donc, j'y étais parce que c'était un débat télévisé, etc. Mais on a vraiment débattu pendant 25 minutes. Ouais. J'étais accompagné d'une femme incroyable, directrice d'Ogilvy Conseil. Elle était plutôt de mon côté, j'ai l'impression. Elle a écrit un bon bouquin, il faut que je lise. Elle était un peu de mon côté. Lui, il comprenait absolument. Oui, et puis Donc, il y en a c'est des encore. débats qui sont stériles au final, puisque comme tu Stérile. l'as dit, un perplexe, c'est quelqu'un qui ne veut pas du tout être convaincu, ne le saura Ouais. jamais. Mais Ça par sert à contre, rien effectivement, avec cette crise, c'est que ceux qui sont convaincus le sont plus que jamais. Ouais. Là, ils disent si j'avais encore un petit doute, Hmm. c'est terminé. Là, ça vole en éclats. Ouais. Là, je me rappelle de cette femme. Qu'est-ce que j'ai fait c'était un événement, un des derniers événements, là, tu sais, en septembre. C'est quoi, septembre? Un moment, là, en 2020, tu sais, quand ça a rouvert, puis ça a refermé, ça a ouvert, ça a refermé. Je sais plus, à un moment, tout d'un coup, j'ai eu 3-4 conférences. Là. Tu vois, quelques semaines, ça a rouvert, j'étais content. J'ai parlé au Ouais. MEDEF quand même, dans le Var. C'est pas des bisounours, tu vois. Et on a parlé pendant 2 heures à bâton rompu avec des dirigeants, puis après 1 heure et demie en sur scène, 3 heures et demie, tout le monde est retourné avec truc, tu vois, tout le monde voulait en savoir plus. J'ai fait un truc à quoi? À Créo. C'est à Créo, C-R-E-O, et c'est un truc pour les jeunes entrepreneurs en banlieue. Ouais. Et cette femme est venue après, elle m'a dit, elle pleurait, alors que c'était juste une intervention d'1 heure et demie que je faisais. Et c'était que des entrepreneurs, donc des gens qui prennent déjà des risques. Et elle m'a dit, mais pourquoi on ne parle pas de ce que tu fais à la télé ou dans les journaux? C'est juste l'humain, c'est juste connaître, c'est juste... Et moi, ce que tu penses, mais c'est du bon sens, mais j'ose pas en parler en public. Et je lui dis, mais oui, c'est que du bon sens, bien sûr. C'est pour ça que je me suis mis dans ce métier. Même il y a 7 ans, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne parlerai pas publiquement ou en coaching de ce qui m'anime moi depuis longtemps? En fait, tiens, pourquoi pas être moi le plus sincère possible dans un nouveau truc. Donc, de ce que j'ai fait. Ce que tu dis, ça rassurera en tout cas bon nombre des personnes qui vont nous écouter là, puisque moi, effectivement, je te le confirme, j'assiste depuis 1 an à de nombreuses personnes qui ont envie plus que jamais de s'investir dans le sujet de la qualité de vie au tu vois la travail. même chose. Oui, C'est ça, oui, tu vois la même complètement. chose. La difficulté, c'est qu'il y a assez peu de postes à pourvoir pour le moment dans les entreprises. Les recrutements sont gelés dans beaucoup de boîtes. Donc, bon, c'est ça qui est un peu complexe. Mais comme tu le dis, il faut aussi voir plus loin, voir sur du moyen long terme et se préparer maintenant pour être prêt plus tard aussi, quoi. C'est ça. Non, mais c'est ça. Enfin, nous, voilà, ça nous a mis 1 an à préparer la plateforme. Ouais. Tu peux te préparer pendant 1 an et tout sera en place, tu vois. Je le vois, par exemple, tu sais, toi et moi, on est sur le réseau Clubhouse. Ça va nous préparer à un monde de demain. Je ne sais pas comment ça va être. Mais le fait de tenir une petite place, et d'ailleurs, j'encourage tous tes auditeurs à rejoindre Clubhouse. Pour l'instant, c'est privé, c'est par invitation, mais ça va être ouvert au grand public bientôt. Et puis, vous avez tous ceux qui nous écoutez, dans votre entourage, quelqu'un qui est sur Clubhouse qui peut vous inviter. Et ça, c'est bien, ce réseau, pour savoir, c'est pour prendre les places de demain. Tu vois, il y a plein de gens qui prennent leur place sur Clubhouse, qui, quand le monde d'avant
va revenir un petit peu, puisqu'il n'est pas complètement… Mais même si c'est en 2023, il reviendra un peu. On ne va pas être sous masque toute notre vie. Donc, il y en a qui ont pris des nouvelles places et il y en a qui seront au contraire, qui n'ont rien fait, qui ont juste attendu que ça revienne. Et ben, ils n'auront plus de job. Ils n'auront plus de job. Beaucoup de freelance, beaucoup de coachs, beaucoup de conférenciers, beaucoup de gens dans l'humain qui ne se mettent pas sur le digital, qui ne se mettent pas sur ce qu'on a besoin d'entendre, d'écouter. Beaucoup de managers qui essayent encore de travailler un peu à l'ancienne. Je le vois à Bordeaux. Là, j'ai rencontré quelques pontes de Bordeaux. Je sais que malheureusement, il y en a certains qui ne comprennent absolument pas, qui pichent que dalle. Les mecs de mon âge, ils pichent que dalle ce que je fais. Ils me voient comme un martien. Je me dis, mais on est en 2021. Enfin, je te parle de dirigeants, quoi. Ouais. De dirigeants. Ouais. En tout cas, il y a une vraie prise de conscience sur ce sujet et merci de rappeler que voilà, il faut se préparer dès maintenant et même si on a l'impression qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, il faut être prêt pour la suite. Alors Arnaud, il y a encore plein de choses à aborder, on arrive presque au bout du podcast. J'aurais quand même aimé qu'on parle un petit peu plus du coup de cette plateforme de développement personnel que tu proposes avec Humanava parce que c'est une démarche qui est très intéressante et qui, comme tu l'as dit précédemment, invite à travailler sur soi et la connaissance de soi, c'est quand même un enjeu fondamental. Toute démarche d'introspection est selon moi, et je pense que tu seras d'accord avec ça, le premier pas à faire pour tendre vers plus d'épanouissement dans sa vie de façon générale. Alors, le lancement, il est prévu quand sur Humanava? Fais-nous un peu de teasing. Ouais. Bah, en fait, ça sort cette semaine. Là. Donc, donc, il y a toujours un petit peu de décalage entre le podcast quand tu l'enregistres maintenant et quand tu sors. Mais on sort cette semaine. Donc, en gros, vers le 1er avril, il est public pour tout le monde à partir du public. À partir du 1er avril. Qu'est-ce que c'est? Ça va être un site de contenu spécialisé dans le développement personnel où on prend les meilleurs praticiens du domaine sur les soft skills. Donc, des gens qui incarnent ces soft skills. Et là, je te parle de diversité, d'inclusion, de courage, d'enthousiasme, d'intelligence émotionnelle, de compassion, de raison d'être, de don de soi, de l'authenticité, bien sûr, de l'amour au travail. Quand je dis l'amour au travail, d'être amoureux de ce qu'on fait. On n'a pas trouvé encore le titre exact, mais ça, c'est qui me ferait ça? Ce serait un certain Boris Sirbet, qui est un mec passionnant, qui fait partie du Lab RH à Paris, qui est philosophe, mais aussi serial tech entrepreneur, et aussi patron du Lab RH, et qui dit, voilà, il faut être quelque part amoureux il faut mettre l'amour au centre du monde des entreprises. Ce qui est assez dingue, je sais que pour certaines personnes qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'il faut que pour lui, l'amour, c'est quoi? C'est l'humain, c'est la flamme humaine, c'est la chair à l'air humaine, c'est-à-dire qu'on se parle bien, on se respecte. Pour moi, c'est la même chose. Hein. L'amour ou le respect, c'est une chose. On ne peut pas être parfait à tout le monde, et tout le monde a une zone d'ombre. Et j'acquiesce. Toutefois, si on peut mettre comme respect. Donc voilà, tous ces thèmes qui me sont chers, et bien d'autres, tout ce qui concerne les soft skills, tout ce qui concerne le développement personnel, B2B, donc dans le monde de l'entreprise. Donc typiquement, c'est effectivement beaucoup de dirigeants, de DRH, de coachs, de Chief Happiness Officer, qui vont demander à la boîte d'avoir notre plateforme pour suivre des masterclass d'1h30 en moyenne, qui sont décomposées dans des séquences de minimum 5 à 12 minutes sur ces sujets. Et la façon dont on a tourné ça, avec 3-4 caméras dans des studios différents, c'est qu'on a tourné ça de façon qu'on a l'impression que la personne te parle à toi juste. Elle est face caméra. On ne fait que des tournages qui durent 3 à 4 heures, de personnes qui peuvent te parler d'un sujet en particulier sans notes pendant 3-4 heures. Ce qui est, comme tu sais, pas donné à tout le monde. C'est costaud. Ouais. C'est costaud. Sans notes et sans… donc moi, je prépare un peu presque comme si tu veux, c'est un peu un podcast très poussé. Si tu veux, je prépare un storytelling à l'avance avec ces personnes qui fait qu'elles vont me donner non seulement leurs anecdotes, leur histoire de vie, mais aussi des cas pratiques, aussi des exercices, tout ça dans une classe. Voilà. Donc, le but, c'est d'acculturer sur les soft skills, sur tout ce qui fait qu'on pourrait être un peu plus épanoui au boulot, un peu plus épanoui dans la vie. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. On va avoir des cours en français les 6 premiers mois. Et dès septembre prochain, on aura des cours en japonais, en anglais. C'est la version bêta, là, en fait, qui va sortir. C'est la version bêta. Ouais. C'est ça, c'est exactement la version bêta. Le site, c'est humanava.com, c'est ça? Humanava.com, ouais. humanava.com. Je fais une émission sur Bismart TV
avec Arnaud Ardouin, qui est un journaliste spécialiste dans tout ce qui est travail, etc. Là-dessus, sur le lancement de cette plateforme. J'en parle à des podcasts comme le tien et d'autres, beaucoup en anglais d'ailleurs. Et donc, voilà, pour moi, c'est un peu le mélange de mes deux mondes depuis toujours, ce côté un peu divertissement, la légèreté, mais la légèreté au service de quoi? La légèreté au service de ce qui peut donner du sens à l'autre. Et vraiment, cette plateforme, parce qu'on s'est dit, on est parti d'une page blanche, tiens, moi, je m'appelle Victor, j'ai 22 ans, je viens de rentrer dans une boîte. Qu'est-ce que j'aimerais comme cours qui puisse me servir sur le plan personnel, sur le plan de la vie, auquel j'aurais accès via mon DRH, via mon dirigeant. Ou moi, je m'appelle Julie, j'ai 29 ans, je suis directrice marketing dans la boîte, j'ai envie un peu plus de créativité, un peu plus de m'éclater. Dans ma boîte, elle est un peu trop conservatrice. Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme cours sur ma vie personnelle qui m'aide? Ou moi, je ne sais pas, André, j'ai 40 ans, je suis en divorce et j'ai pas la patate, je ne sais pas comment faire, mais voilà, il faut quand même que je fasse mon taf au boulot, il faut que je motive les autres, mais il faut que j'apprenne à me connaître. Qu'est-ce que je peux faire? C'est une démarche hyper intéressante parce qu'on a besoin de revenir à ces notions de développement personnel dans la sphère professionnelle et les entreprises françaises avaient pas mal de réticences pour le faire jusqu'à maintenant. Donc, espérons que ce que tu proposes se démocratise au maximum. Ouais. C'est clair que j'aurais pu me lancer je sais pas moi, dans la fabrication de masques, où c'est sûr que ça va marcher ou autre chose. Mais c'est pas, on fait ce sur quoi on est bon et ce qu'on aime. Donc moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que je connais par cœur. Enfin, par cœur. C'est ce que je connais bien, en tout cas, et c'est ce que j'essaie d'apprendre tous les jours. Hein. Moi, je suis pas à l'abri de tout connaître et je cherche en permanence qu'est-ce que je peux prendre de plus. Je te donne un exemple. Là, je viens de découvrir, via une conférence TEDx de dingue, ce jeune moine qui fait partie de la 7e génération de maîtres Shaolin, tu sais, Shaolin, quelqu'un, et il représente le temple de Shaolin en Europe, à Berlin. Le mec, c'est un très beau chinois, très charismatique, qui parle bien, très éloquent et qui a l'air de très combiner le mind, body, spirit. Et il fait des séminaires de 6-7 jours où tu allies Kung Fu, Shaolin et technique mentale de méditation. J'attends avec impatience de pouvoir faire son séminaire. Tu vois, et là, je me dis, qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais pouvoir ramener pour, à mon tour, inspirer les autres? Donc, je suis toujours en recherche, tu vois. Donc, et comme toi, tu fais ton podcast, tu t'apprends plein de trucs en écoutant les autres. Pareil, moi, je veux apprendre, continuer à apprendre. Donc, je me dis, tiens, je vais prendre les meilleurs spécialistes, les Français et autres, et qui sont voilà, des domaines. Je te dis, on aura l'ancien patron du RAID, on aura l'actuel président des conférenciers de France, on a Samira Djouali, qui est la patronne de la diversité en France, qui est la patronne de la Fondation TF1. Et voilà, on a pris ceux qu'on pensait qui étaient extrêmement charismatiques, communicants et praticiens dans leur domaine. On pourra retrouver tout ça sur ta plateforme. Ouais. On arrive au bout du podcast, Arnaud, malheureusement. En parlant de futur souhaitable, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De continuer à trouver du plaisir dans ce que je fais chaque jour. Ouais. Et continuer à trouver du plaisir, de monter une belle équipe autour de moi. Ça serait pas mal, de monter une belle équipe autour de ce que je fais avec Humanava. Peut-être il y a des choses à faire ensemble, Julie, par rapport à Humanava, je suis en train de me dire. De trouver des belles personnes à être sur notre site encore, qu'elles soient françaises ou étrangères. D'être encore un meilleur parent avec mon petit bout de 3 ans. Et puis de continuer à kiffer la life et puis à inspirer le plus de monde possible. Yes, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, merci pour toute l'énergie. Qu'est-ce que moi je souhaite pour la suite? Pourquoi moi, j'ai envie de rêver grand là et j'ai envie de penser que dans quelques années, on n'aura plus besoin de Chief Happiness Officer et toutes ces dimensions de développement personnel seront pleinement inscrites dans l'ADN des organisations. Donc, moi, j'ai à cœur aujourd'hui de faire en sorte de démocratiser cette notion de connaissance de soi qui est hyper importante. Ouais. C'est ô combien fondamental. Ouais. Génial. Et puis, en tout cas, ce que je retiens de tout ce que tu nous as partagé, c'est surtout, voilà, pour ceux qui nous écoutent, n'attendez pas demain pour rebondir, faites-le dès maintenant.
Alors, je me suis notée de dire peut-être s'il ne tenait qu'à moi de faire quelque chose qui vraiment me fait vibrer, qu'est-ce que j'attends pour le faire aujourd'hui? Finalement, les limites qu'on a, c'est que les limites qu'on se met à soi-même, plus ou moins. Qu'est-ce que je peux faire déjà avec ce que j'ai? C'est hyper inspirant, tout ce que tu nous as partagé. On peut te retrouver sur Clubhouse aussi, du coup, tu disais, pour ceux qui… Exactement. J'ai une room en anglais sur Consciousness and Technology. On y viendra dans quelques années en France. Ça, c'est le dimanche soir, en anglais, avec des gens du monde entier. Et le samedi matin, en français, je crois que tu seras avec moi samedi. Là, c'est à partir de 8h30 jusqu'à 10h. Et donc là, j'invite plein de gens. Et chaque fois, je prends des thèmes différents autour du développement personnel. Donc ça, c'est tous les samedis matins à 9h. Et je crois que je vais faire ça. En tout cas, je m'engage à faire ça pendant les 6 prochains mois et peut-être pendant des années. Mais en tout cas, jusqu'à l'été, je vais faire ça. Et là, le thème de ce samedi, mais bon, ça sera est-ce que le bonheur est possible? Et chaque semaine, tu vois, la semaine dernière, c'était bonheur et résilience, etc. On vous laissera sur cette question à méditer pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que le bonheur est possible? Je te dis un grand merci encore une fois, Arnaud, et au plaisir de t'avoir peut-être une troisième fois, qui sait, sur le podcast dans 2 ans. Voilà, dans 2 ans. C'est ça. Et pour ceux qui nous écoutent, un grand merci d'être restés jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 1000 merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.